Et comment ils ont écrit Burkina là? Est-ce que vous avez bien vu l'écriture là? Attends, ma Burkina là. Est-ce qu'ils ont bien écrit? Hein? Burkina, voilà. Ce jeudi, les députés burkinabés devaient examiner le projet de loi portant sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Blaise Compaoré. Un projet largement contesté. Le gouvernement a été dissous. L'Assemblée nationale. La rentrée solennelle du Conseil économique et social a eu lieu ce jeudi. À cette rentrée marquée par la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Un seul point à l'ordre du jour, l'allocution de Tiemoko Yade Coulibaly, premier vice-président assurant l'intérim de Marcel Zadikessi. Dans l'actualité également, l'ouverture ici à Abidjan d'un centre d'études de diplomatie et de stratégie. Ce centre est présenté comme un organisme de recherche et d'enseignement post-universitaire. Ce jeudi, les députés burkinabés devaient examiner le projet de loi portant sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Blaise Compaoré. Un projet largement contesté. Nous en parlerons dans cette édition. Dans ce 20h, nous allons ensemble découvrir une cohabitation peu ordinaire entre les moutons et les populations de la commune de Trècheville dans le district d'Abidjan. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Et dans ce journal, vous aurez, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction consacré aujourd'hui à la prostitution et au racolage. Sachez que la dépravation des mœurs a pris des proportions préoccupantes ces dernières années ici en Côte d'Ivoire. Commençons l'actualité par la rentrée solennelle du Conseil économique et social. Cette institution de la République reprend donc du service 4 jours après la nomination de ses membres. À cette rentrée solennelle marquée par la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, un seul point était à l'ordre du jour, l'allocution de Tiemoko Yade Coulibaly, premier vice-président assurant l'intérim de Marcel Zadikessi, président de cette institution. Compte rendu, Ali Diarasouba. Un discours sous forme de cours magistral. Coulibaly Tiemoko Yade, premier vice-président du Conseil économique et social, marque ainsi la rentrée solennelle de l'institution. Sous les yeux du chef de gouvernement et autres chefs d'institution, Coulibaly Tiemoko Yade a passé en revue quelques morceaux de la vie socio-économique ivoirienne, avant d'évoquer les résultats tangibles du dialogue politique avec la nouvelle CEI. Le premier vice-président du CES s'est félicité de la relance économique du pays. On peut observer que la Côte d'Ivoire s'est résolument remise au travail et a entamé le chemin du progrès et de la résurrection. Et tous les indicateurs économiques ont été remis au vert. Nous avons dégagé les moyens de notre développement. Le Conseil économique et social, riche de 120 membres, tous nommés pour 5 ans par le président de la République, devrait aider à travers leurs conseils à concourir au développement économique et social du pays.
Assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. La nouvelle équipe du CES sera un appui pour l'exécutif ivoirien dans l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. Je voudrais dire que nous sommes heureux d'avoir représenté le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, à l'ouverture solennelle du Conseil économique et social. Je pense que c'est la mise en place de toutes les institutions de la République et le retour à la normalité totale. Le Conseil économique et social donne son avis sur des projets de loi, d'ordonnances ou de décrets ainsi que des propositions de loi. Toutes les couches socio-professionnelles sont représentées au sein de l'équipe. Coulibaly Tiemoko Yadé assure qu'aucun domaine ou secteur de la société ivoirienne ne sera oublié dans la prise en compte des besoins de développement des populations. Et cette institution a connu plusieurs présidents qui se sont succédés. Vous allez les voir à travers l'écran. On commence par Jean Delafosse de 61 à 62. Ensuite, voilà, Mamadou Coulibaly, nous n'avons pas la photo, mais c'est 62 à 85. Et puis, Philippe Grégoire Yassé, 86 à 98. Et ensuite, Maurice Sérigno-Leba, septembre 99, décembre 99. Laurent Donafologo, 2001. Et Zadi Kessi depuis 2011. Merci donc à la réalisation. On se rend maintenant dans une autre institution de la République, l'Assemblée nationale, où le chef de la délégation de l'Union européenne, en fin de mission en Côte d'Ivoire, s'est entretenu avec Soro Guillaume. Le président de l'Assemblée nationale a également échangé avec une délégation de chefs traditionnels du département de Divo. Hamza Diaby. Thierry de Saint-Maurice, le chef de la délégation de l'Union européenne, quitte la Côte d'Ivoire dans quelques jours après y avoir séjourné plusieurs années. Aujourd'hui, sa mission terminée, il s'en va, mais non sans dire au revoir à ses amis, au nombre desquels se trouve Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Je ne pouvais pas terminer ma mission de presque 5 années en Côte d'Ivoire sans venir saluer le président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'était la moindre des choses, non seulement protocolairement, mais aussi amicalement. Et je ne peux que m'en réjouir et souhaiter que le futur de la Côte d'Ivoire soit particulièrement brillant. À la suite de Thierry de Saint-Maurice, le président de l'Assemblée nationale a reçu les chefs traditionnels du département de Divo. Soro Guillaume leur a demandé de ne faire que la promotion de la paix. Sans pardon, nous ne pouvons pas faire de progrès dans la construction de la nation. Je vous charge, chacun à son niveau, qu'on ne dise pas que c'est l'autre qui doit faire ce travail. Chacun à son niveau, parlons aux populations, qu'elles apaisent leur cœur. Les chefs traditionnels, avant de prendre congé du président de l'Assemblée nationale, lui ont promis accomplir cette mission qu'il vient de leur confier. Aucun cadre du PDCI n'a signifié à Bédié son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Ces propos sont ceux de Maurice Kakou-Dikaoué. Le secrétaire exécutif du PDCI était hier face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour échanger autour de l'appel de Daoko lancé par Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Le compte-rendu de Léon Bro. Le président Alassane Ouattara, candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2015, à cette proposition faite par le président du parti, Henri Konan Bédié, à travers son appel lancé à Daoukro en septembre dernier, les militants adhèrent selon le secrétaire exécutif du PDCI RDA. Maurice Kakou-Dikaoué en veut pour preuve le succès des missions d'information. Pour lui, il ne reste plus que l'entérinement de cette proposition par le bureau politique. Le président Henri Konan Bédié a dit qu'il va mettre en mouvement toutes les structures du parti pour que son projet puisse aboutir. C'est ce qu'il voulait dire. Donc on va organiser un bureau politique du PDCI pour présenter l'appel de Daoukro. Le bureau politique l'accepte et c'est le bureau politique qui décide et qui fixe la date de la convention. Dans tous les cas, poursuit le secrétaire exécutif, la candidature unique du président Alassane Ouattara est un projet que le PDCI et ses alliés du RHDP s'activent à faire aboutir pour la victoire de leur alliance en 2015. Mais alors question, comment expliquer les velléités de candidature dans les rangs du PDCI RDA? Aucun cadre du PDCI RDA n'est parti voir Henri Konan Bédié pour parler de candidature. Parce que si vous voulez être candidat au nom du PDCI, il faut que le PDCI vous donne l'appareil. Mais si ceux qui sont devant, qui ont l'appareil,
Ils ne savent pas vos ambitions. Ils ne savent pas d'où vient, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous travaillez, où on va. Mais vous n'êtes pas candidat. Pour évoquer la restructuration du parti en cours depuis 4 mois, Maurice Kakoudi Kaoué révèle 30 069 présidents de comités de base déjà installés et la fin des élections pour les 3 678 secrétaires généraux de section le 9 novembre prochain. Suivra le renouvellement des structures de femmes et de jeunes, les délégations communales et départementales, des activités prévues pour se dérouler entre le 20 novembre et le 28 décembre avec un bureau politique le 15 décembre 2014. Rendons-nous maintenant au 20e salon du chocolat ouvert récemment à Paris en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, et c'est avec Abiba Dambélé Saoui. C'est parti pour le 20e salon du chocolat de Paris. Le top départ a été donné le mardi par la marraine de l'événement, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Pour ce 20e anniversaire, des robes de rêve parées de chocolat et portées par des stars de la scène française. Un conte de fées sorti des 1001 nuits. Parlant du travail des enfants, Madame Dominique Ouattara a fait remarquer que les actions du CNS ont suscité une prise de conscience nationale. J'ai décidé de mener un combat contre ce fléau. La lutte contre le travail des enfants est devenue la priorité numéro 1 de mes actions en qualité de première dame. Mon engagement est un engagement de cœur, mais également un engagement institutionnel, utile à notre pays, car la Côte d'Ivoire était montrée du doigt à cause de l'utilisation des enfants dans les plantations. Ainsi, le Comité national de surveillance et ses partenaires, notamment les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, ainsi que les entreprises de la filière cacaoyère, ont fédéré leurs efforts pour éloigner les enfants des plantations. Nos actions ont suscité une prise de conscience nationale et les entreprises intervenant dans la filière du cacao et du chocolat ont décidé de nous soutenir en consentant d'importants investissements dans la construction et la réhabilitation d'écoles proches des grandes plantations de cacao, ainsi que la mise en œuvre de programmes spécifiques visant à l'accroissement des revenus des producteurs. Le cacao ivoirien est un cacao de qualité qui a de tout temps fait le bonheur des consommateurs de chocolat. Nous nous attellerons à conserver ce label de qualité en respectant les normes éthiques de cacao durable sans travail des enfants. Fidèle à sa réputation de femme de cœur, la présidente de la Fondation Children of Africa a offert à l'association en mécénat chirurgie cardiaque, partenaire du Salon du chocolat, la somme de 20 000 €, soit 13 millions de francs CFA, en achetant 1000 calendriers, 20 € l'unité. Ce don permettra à cette organisation de donner de nouveaux cœurs à des enfants malades. Grâce à ce don, des enfants comme le petit Ivoirien Chrissy Ivana, âgé de 9 ans, pourront bénéficier de greffes de cœur. Le japonais Hiroshi Onishi, président d'Istetan Mitsikoshi Holding, a partagé pour sa part la fascination de ses concitoyens pour le chocolat. Il s'est par ailleurs engagé à continuer la promotion du chocolat au pays du soleil levant. Après la cérémonie d'ouverture de la soirée inaugurale, le stand Côte d'Ivoire, l'un des plus grands, a fait le plein. La première dame a offert un cocktail aux visiteurs. Signalons que la première dame de Côte d'Ivoire avait à ses côtés le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa, et la directrice générale du Conseil Café Cacao, Massandié Touré, la représentation diplomatique et une forte présence de la communauté ivoirienne. Voilà, c'était le compte rendu d'Abiba Dambélé. Dans l'actualité également, l'ouverture ici à Abidjan d'un centre d'études de diplomatie et de stratégie. Ce centre est présenté comme un organisme de recherche et d'enseignement post-universitaire. Le lancement des activités de ce centre, dont le siège est à Paris, a eu lieu en présence du Premier ministre ivoirien. Bientôt, le CEDS Abidjan.
La capitale économique ivoirienne aura son propre centre de perfectionnement pour diplomates, experts, fonctionnaires internationaux, officiers supérieurs et dirigeants. Le lancement de la délégation du Centre d'études diplomatiques et stratégiques d'Abidjan a eu lieu ce jeudi. Elle est ouverte par le CEDS Paris à partir de son antenne régionale de Dakar. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, une fois implanté à Abidjan, va apporter sa contribution aux efforts en cours pour faire avancer la réconciliation politique, la cohésion sociale et surtout accompagner le peuple ivoirien et l'État de Côte d'Ivoire vers l'émergence, pour ne pas dire la réémergence économique, diplomatique et stratégique. L'émergence économique, diplomatique et stratégique de la Côte d'Ivoire dans le contexte géopolitique international. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce thème cadre bien avec les ambitions du pays. La décision d'ouverture d'une délégation du CEDS à Abidjan doit pouvoir répondre, me semble-t-il, aux trois objectifs suivants. 1. Mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un pôle d'expertise en matière de diplomatie, de coopération internationale, d'intelligence économique pour accompagner la vision du président de la République et soutenir les actions du gouvernement en vue du développement économique et social du pays. Deuxièmement, contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Troisièmement, répondre à la demande de plus en plus forte des cadres ivoiriens désireux de renforcer et de diversifier leurs compétences en matière de culture internationale, de géopolitique, de négociation et de médiation pour la paix. Le CEDS Abidjan contribuera ainsi à l'identification de tous les leviers pour l'émergence économique, diplomatique et stratégique en vue de la promotion de l'image de marque de la Côte d'Ivoire. C'était le compte-rendu de Hamza Diaby. Poursuivons ce journal avec quelques temps forts de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des monuments de la ville historique de Grand-Bassam. Rappelons que depuis juin 2012, la ville de Grand-Bassam est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hugues Hervé Blé. Un coup de pinceau et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan donne le top départ du vaste chantier de sauvegarde de la ville historique de Grand-Bassam. Le premier monument de la première capitale de la Côte d'Ivoire a bénéficié de la cure de jouvence et l'ancien palais de justice. L'UNESCO apprécie. Les travaux qui seront faits constitueront sans aucun doute un atout majeur lors de l'évaluation en 2015 pour le maintien ou non de la ville historique de Grand-Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les engagements pris par la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'inscription de la ville de Grand-Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO seront tenus. Le ministre de la Culture l'a souligné à nouveau. Une fois entamés, les travaux de restauration et de valorisation de la ville historique monteront progressivement en puissance. Une fois restaurée, la ville historique de Grand-Bassam sera une des destinations touristiques les plus célèbres à l'échelle internationale. Pour rallier le maximum de personnes et de structures à la cause de la ville historique de Grand-Bassam, un comité des ambassadeurs existe désormais. Bernard Bélin-Dadier, Pathé O, Mewe et tous ceux qui le composent sont un soutien pour le gouvernement dans la mobilisation des moyens de promotion et de restauration du site culturel. Pour le Premier ministre, ils ont besoin d'être soutenus. La ville historique de Grand-Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2012. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, la mairie de Grand-Bassam, l'association des maires francophones et bon nombre de partenaires unissent leurs efforts pour sa sauvegarde, sa restauration et sa valorisation. Les géomètres experts de Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités dans le cadre de la maîtrise du statut de copropriété mis en place en Côte d'Ivoire pour combler le déficit en logement. Cette formation permettra aux géomètres d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de construction des logements sociaux. Les précisions de Grace Kando. Le déficit de logements en Côte d'Ivoire est estimé à environ 400 000. Pour résoudre la question, l'État ivoirien a mis en place un programme de logements sociaux, objectif à permettre à tous les Ivoiriens de bénéficier d'un toit. Avec ce programme, à l'instar des pays émergents ou même des pays développés,
Les Ivoiriens vont vivre de plus en plus en copropriété. Pour s'impliquer dans ce programme, les géomètres experts de Côte d'Ivoire renforcent leur capacité sur le statut de la copropriété. La copropriété, qui est le fait notamment de construire des immeubles collectifs dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes. La formation porte sur la création de l'état descriptif de division dans un immeuble bâti et la rédaction du règlement de copropriété, qui est le règlement intérieur, donc le cahier des charges, qui permet à la communauté des habitants de bien vivre ensemble. Dernièrement, l'État a pris des textes, en 2013 et en 2014, renforçant le statut de la copropriété. Et les géomètres experts veulent être prêts pour accompagner l'État à pouvoir mettre en œuvre son programme. La copropriété a une vertu écologique et économique selon les spécialistes du foncier. Pendant 3 jours donc, les géomètres experts de Côte d'Ivoire vont s'approprier les textes législatifs et réglementaires portant statut de la copropriété. Ils vont également maîtriser les calculs et le montage des dossiers permettant la mise en copropriété. Les responsables de l'ONAD et de la SODECI étaient face à la presse nationale. Une conférence de presse pour expliquer la nécessité de construire de nouveaux ouvrages d'assainissement, mais surtout de revenir sur les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer le quotidien des populations et mettre à leur disposition de l'eau potable. Le point avec Francis Boafo. Des caniveaux bouchés, des eaux usées à certains endroits de la ville d'Abidjan. Beaucoup reste à faire pour assainir l'environnement, certes, mais le gouvernement et la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, ont mené plusieurs actions. Toutes les stations de pompage qui sont situées le long du collecteur de base de l'ouvrage qui collecte l'ensemble des eaux usées depuis Abobo jusqu'en mer ont été remises en état. Donc avec l'avènement de l'ONAD, avec la nouvelle politique, le secteur va avoir les moyens d'étendre des réseaux d'assainissement dans l'ensemble des quartiers. Le secteur va avoir les moyens d'améliorer la maintenance de ces infrastructures d'assainissement. Et donc, ça va certainement améliorer le cadre de vie des populations. Améliorer le cadre de vie des populations. Le gouvernement en a fait sa priorité à travers la création de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD. L'ONAD est chargé de contrôler SODECI, d'être à ses côtés pour voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et de rapporter ça et de s'asseoir. Pourquoi ce n'est pas fait? Est-ce que les moyens existent pour le faire? Et dans quel calendrier il faut le faire? Pour gérer avec célérité la question de l'assainissement, l'ONAD et la SODECI ont décidé à travers cette rencontre de revisiter le contrat d'affermage qui porte sur l'entretien, l'exploitation des réseaux et ouvrages de drainage. Dans quelques instants, le dossier du jeudi consacré à la dépravation des mœurs qui prend une proportion inquiétante en Côte d'Ivoire. Je vous invite à découvrir pour l'instant une cohabitation peu ordinaire entre les moutons et les populations de la commune de Trècheville dans le district d'Abidjan. Et c'est avec Patricia Oumou-Etia. On se croirait au village. Et pourtant, nous sommes dans l'une des communes les plus peuplées d'Abidjan, indique cette dame pour qui cette cohabitation est difficile. Vraiment, la présence des moutons nous gêne dans le quartier. Vous sentez l'odeur de ces animaux-là, c'est très gênant pour les habitants de chez moi, mon domicile, et aux environs, partout. Les propriétaires de ces bêtes soutiennent qu'elles seront déplacées, juste le temps de trouver un endroit approprié. Ils sont là en attendant qu'on trouve la place à Dioufou. On espère d'ici janvier que le problème de Dioufou va se régler. Et pourtant, la vétusté de ces enclos de fortune à l'intérieur des habitations prouve que ces animaux cohabitent avec les populations depuis belle lurette. Aux avenues 5, 6, 15 ou encore au quartier Biafra, les moutons sont logés au même titre que les humains. Ils dorment le soir dans leurs enclos et le matin, ils vont prendre de l'air et profiter du soleil au jardin public du quartier. Situation qui n'émeut personne. Les gens s'y sont habitués. Bon, ça nous gêne pas, franchement dit. Ça nous plaît. Ouais, bon, on est habitué, bon, ça est là, quoi, bon. C'est devenu comme un truc naturel pour nous, quoi. Depuis étant petit, on élève les moutons, bon, donc ça fait qu'on est habitué à ça, bon. Tout amateur appliqué peut aisément élever des moutons. À présent, le dossier du jeudi.
Le constat est clair. Le sexe est devenu un jeu pour les enfants dont l'âge varie entre 14 et 24 ans. Dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan par exemple, des marchés de sexe ont été créés dans les rues de certains quartiers et même sur les grandes voies publiques. La brigade mondaine de la préfecture de police, compétente dans la lutte contre ces atteintes à la moralité publique, a décidé de combattre ces pratiques. Elle a donc organisé une vaste opération visant à arrêter les personnes qui s'adonnent à de tels agissements. Pourquoi ces jeunes s'adonnent-ils à cette pratique? Y a-t-il des solutions pour mettre fin à ce phénomène? Des éléments de réponse dans ce dossier du jeudi proposé par Koné Pargasoro du service société de la rédaction. Ce n'est plus un secret pour personne. La dépravation des mœurs a pris de l'ampleur. Ce phénomène inquiétant, auquel s'adonnent de plus en plus de jeunes dont l'âge varie entre 14 et 24 ans, est critiqué. Le fait de s'adonner à des actes sexuels dans la rue, c'est très choquant. Nous vivons avec des jeunes, des enfants. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. La nuit, on observe, on voit des personnes en train de faire l'amour. Moi, je pense que c'est lié à l'éducation. Dans tous les coins de rue et lieux publics, le sexe est en jeu et le sujet est même au centre de certains débats. Prostitution sur les lieux publics, racolage actif, attentat à la pudeur, vente de supports à caractère pornographique, des comportements qui constituent une atteinte à la moralité publique. Un fléau combattu par la brigade mondaine, le service de police qui a compétence à lutter contre ces agissements néfastes pour la société. Disons parrain. Comment vous me recevez? Bien reçu. Plateau, préfecture de police, il est 21h. Le commissaire principal de police, Yvonne Oulaï, commandant de la brigade mondaine et ses éléments, s'active. Au programme ce soir, une intervention qualifiée d'exceptionnelle. Nous avons eu une information que nous avons exploitée. Oui, depuis quelques jours, on a eu connaissance de l'existence d'un marché. Un marché un peu spécial, le marché des sexes. Les sites ciblés, quartier Bel-Air de Yopougon, rue des Princes, voie express de l'Institut des aveugles et bien d'autres quartiers et ruelles de la commune appelés dans le jargon les marchés de sexe. Restez à l'écoute des officiers. Ils ont des instructions complémentaires. Sam. On ira sur le terrain et dès qu'on te voit dans une situation pas normale, on t'interpelle. Nous sommes prêts à exécuter toutes les missions que la police nous confie. Ce soir, nous allons avec joie exécuter notre mission. Il est 22h30, direction la commune de Yopougon. Les policiers sont à la chasse. Prostituées, proxénètes sont interpellés. Allons-y, on se reçoit par là-bas. Pris en flagrant délit de prostitution en bordure de route, des hôtels, des maquis et bien d'autres lieux publics, ces derniers refusent de reconnaître les faits qui leur sont reprochés. J'étais assis dans le maquis et puis ils sont venus me prendre. En temps normal là, ça se fait pas. Après plus d'une heure de tractation, ce sont 40 jeunes filles et 6 jeunes hommes qui sont conduits à la préfecture de police où ils répondront de leurs actes. Ils m'ont trouvé dans le couloir, je suis sorti avec une fille. Je ne suis pas dedans. Ils sont m'attraper. Ces filles-là sont des prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. Je suis allé voir un camarade. C'est dans ça ils m'ont pris. Le lieu a été bouclé et nous avons pénétré à l'intérieur. Alors, on ne peut que prendre ceux qui étaient à l'intérieur de l'espace bouclé. Donc, personne ne peut dire qu'il n'avait rien à voir avec ce que nous avons fait ce soir. Les personnes arrêtées ce soir-là sont enregistrées et placées en garde à vue. Dans les filets, plusieurs adolescents. Les jeunes sont exhortés à tourner définitivement le dos à la facilité et à se battre pour gagner leur pain. Cette jeunesse, je peux lui dire, de se faire un repère dans la vie. La facilité ne paye pas. À cet âge-là, la place de cette jeunesse est à l'école et même à la recherche du travail. Manque de repères et d'encadrement, mais aussi déséquilibre. Des difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes. Dr Kwame Kouna-Simon est psychologue social à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour lui, en plus de ces difficultés, d'autres facteurs expliquent la déroute de ces jeunes. Entre 19 et 24 ans, les enfants rentrent dans le stade qu'on a appelé le stade de la sexualité. Et
à ce stade-là, le comportement majeur, c'est la manifestation du plaisir sexuel. Le jeune enfant découvre l'utilité du sexe et aussi le lie au plaisir que cela procure. Les personnes arrêtées cette nuit-là n'échapperont pas à la rigueur de la loi. Le code pénal, en ses articles 334 à 341, prévoit et punit le proxénétisme et le racolage actif. Ainsi, ces personnes risquent des peines d'emprisonnement allant de 15 jours à 3 mois et une amende entre 50 000 et 300 000 francs CFA. Quant aux proxénètes, c'est-à-dire les protecteurs des prostituées et racoleuses, ils encourent une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende entre 1 et 10 millions de francs CFA. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service Société de la rédaction. Ce jeudi 30 octobre, les députés burkinabés devaient examiner le projet de loi portant sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Blaise Compaoré après 2015, un projet largement contesté sur le terrain. Ça a commencé très tôt ce jeudi matin. En dépit d'un fort déploiement policier dans la ville, des groupes de jeunes, plus ou moins organisés, ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé, causant de violents incidents. Ils ont mis le feu à l'Assemblée nationale, ils ont attaqué la télévision d'État et s'en sont pris aux bâtiments officiels. Ils étaient décidés à empêcher le vote du projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Compaoré de briguer un nouveau mandat. Voilà, on en a marre. 27 ans, c'est pas 27 jours, ni 27 mois. Content d'avoir mis le feu au Parlement, ce qui a contraint le gouvernement à annuler le vote prévu aujourd'hui. Certains manifestants ont réclamé la démission du chef de l'État. Le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yamego, il doit démissionner. Le gouvernement de Luc Adolphe Chao doit démissionner. L'ensemble des députés du CDP doivent démissionner. L'opposition, mobilisée depuis le début de la semaine, accuse le pouvoir de pousser le pays au bord du gouffre. Avec cette situation dans laquelle le pays est plongé, nous allons tout droit vers le chaos. Et je ne prédis pas que le régime en place pourra tenir pendant longtemps, parce que le pouvoir appartient au peuple. Ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre qu'ils doivent leur légitimité à la population. Le face-à-face entre l'armée et les manifestants à Ouagadougou était encore en cours cet après-midi. Dans les grandes villes, des mairies, des sièges du parti présidentiel ont été incendiés. Aucun bilan des affrontements n'est disponible pour l'instant. Pour les manifestants, l'annulation du vote est déjà une victoire. Ces dernières informations, le président Blaise Compaoré a entamé des négociations avec l'opposition. Il a également décrété l'état d'urgence. Le chef d'état-major de l'armée a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Il a aussi annoncé la formation d'un gouvernement de transition de 12 mois. On ne sait pas pour l'instant qui sera à la tête de ce gouvernement. Une chose est sûre, la situation reste confuse sur place à Ouagadougou. La Suède est le premier pays occidental de l'Union européenne et le 135e pays dans le monde à reconnaître officiellement la Palestine comme un État indépendant. Rappelons que la Palestine a déclaré unilatéralement son indépendance le 15 novembre 1988. À la fin de ce journal, rappelons tout simplement que la rentrée solennelle du Conseil économique et social a eu lieu ce jeudi. Cette institution de la République reprend donc du service 4 jours après la nomination de ses membres. Merci donc à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.